On continue de parler de cette COP30 avec notre invitée Myriam Bensad, docteur en économie internationale et spécialiste du climat. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour Alors, l'invitation. est-ce que vous pensez qu'on se dirige vers une COP qui pourrait se terminer sans accord? On peut dire déjà que effectivement, c'est une COP de l'implémentation. Cette COP de Belém, COP 30, c'est une COP de l'implémentation, c'est-à-dire qu'on passe des promesses à l'action. Il y a eu des avancées majeures, des dispositifs qui commencent réellement à marcher, à fonctionner, à distribuer. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que c'est une COP qui est symbolique essentiellement. Mais de là à dire qu'on va vers une COP, qu'on va vers un accord ferme sur une sortie d'énergie fossile, ça serait surréaliste de donner une date ferme à ceci. Depuis 2003, il n'y a aucune COP qui n'a terminé à l'heure. Est-ce que on peut se poser des questions sur l'avenir de cette conférence climatique de l'ONU? Absolument. Donc, c'est pas question d'avenir, c'est de savoir aussi. La question n'est pas de savoir finalement qu'est-ce qu'on doit faire. La question, c'est de savoir à quelle vitesse on va le faire, à quelle vitesse on va entamer, on va justifier les différents dispositifs. Donc, c'est une COP qui reste symbolique. Peut-être plus tard historique, si on arrive à un accord, Mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est le seul frein qui limite cet accord-là, c'est l'absence d'un consensus entre les grandes puissances. C'est ça la vraie question. Justement, le projet d'accord, premier projet d'accord en tout cas, ne mentionne pas les énergies fossiles. Qu'est-ce que cela dit de l'état réel des négociations après 2 semaines? Après 2 semaines, c'est qu'il faudrait une autre COP 31 pour débattre sur le sujet. Mais honnêtement, c'est assez inquiétant. C'est inquiétant dans le sens où les grandes puissances freinent un petit peu toute question liée au financement, mais d'un autre côté, ils accélèrent sur d'autres paramètres comme l'innovation, comme la technologie, comme l'investissement dans, par exemple, des solutions innovantes pour restaurer, pour trouver des solutions pour faire face au dérèglement climatique. Donc pour vous, il y a quand même des choses positives qui se passent autour de cette Absolument. COP 30. Il y a des avancées majeures, des dispositifs qui fonctionnent, comme le fonds pertes et dommages, avec ce premier lancement d'appel à projet de 250 millions de dollars. Vous avez également le No Organic Waste, avec la réduction significative de 30% des émissions de méthane issues des déchets organiques. Donc vous avez des solutions, il y a des solutions, il y a des avancées majeures, malgré quelques limites au niveau du financement et des tensions sociales aussi. Je voudrais qu'on reste sur les énergies fossiles. On parle de 80 pays qui seraient favorables à sa sortie, dont les pays de l'Union européenne, mais pas seulement. Est-ce qu'on peut dire que c'est presque deux blocs qui s'affrontent? Parce que dans ceux qui sont notamment qui freinent en tout cas un petit peu, on parle de la Russie, de l'Arabie Saoudite et de l'Inde. Les pays producteurs de pétrole, fortement. Est-ce qu'il y a possibilité justement de trouver un consensus et de quel levier dispose un petit peu cette conférence pour essayer de faire franchir un camp ou l'autre, si on peut dire ça comme ça? Je vois effectivement le levier, ça serait que les peuples, les villes, les ONG puissent accélérer cette tendance. Il faudrait qu'il y ait plus de pression médiatique, sociale, financière, juridique pour accélérer justement ce processus. Après, un phase out des énergies, une sortie définitive des énergies fossiles est peut-être difficilement mis en place. Donc, il faudrait plutôt un phase down, une progression, une transition progressive. Et là, ils accepteraient à ce moment-là. On parle souvent des pays pauvres qui sont un petit peu laissés pour compte. Impactés. On vient de voir les peuples autochtones notamment. Les pays pauvres, en tout cas, ils demandent plus d'aide face au réchauffement climatique. Est-ce que leur attente peut être finalement entendue dans le texte final de cette COP 30? On l'espère, même si la roadmap, elle n'est pas assez claire et concise. Il y a des avancées, il y a des feuilles de route qui sont mises en place. Ça, c'est intéressant. Mais effectivement, ce que demandent les peuples autochtones, par exemple, ce qu'ils demandent, c'est une garantie des droits sociaux. Ils demandent un rôle dans la gouvernance climatique sur les forêts et surtout... Comment ces pays peuvent peser finalement? Comment c'est par la voix, ils doivent voter. Ils doivent voter, il faut que les villes aussi. Ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a une fragmentation des acteurs, mais il y a une émergence de cette fragmentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les villes, les peuples, les entreprises pèsent aussi. Il n'y a pas que les États qui pilotent ces mécanismes de financement. Le président Lula, il tente de relancer la dynamique. Est-ce que ça serait un échec pour le Brésil qu'il n'y ait pas d'accord dans cette COP 30? Non, c'est pas un échec parce que, encore une fois, c'est une COP de l'implémentation. Organiser une COP dans
en plein cœur de l'Amazonie, organiser une COP dans l'un des plus grands régulateurs climatiques mondial et recentrer la diplomatie climatique autour des enjeux de la déforestation et des peuples et de la biodiversité, c'est pas un échec, c'est un symbole. Mais si je vous entends, on devrait peut-être quoi, espacer les différentes COP peut-être? C'est pas assez d'une année à une autre pour... Absolument pas. Il faut que chaque COP, parce que la COP, elle est essentielle. La COP, c'est le seul endroit, c'est le seul moment où vous avez tous les États qui sont réunis dans un pays, dans une ville, et on parle climat. Parce que sans COP, finalement, il n'y aurait pas de fonds de perte et dommages, il n'y aurait pas de suivi global, il n'y aurait pas d'obligation de transparence. Et donc, sans ces COP-là, ben, les États doivent, les pays les plus vulnérables exigent des comptes, et les États, les grandes puissances, les émetteurs des émissions de gaz à effet de serre ont l'obligation de respecter cette trajectoire finalement. Merci beaucoup Myriam Bensad.